Salut Gaël, merci d'être avec nous. On peut dire que tu es un peu le géotrouve-tout du monde cyber français. Depuis que tu es petit, ton truc, c'est de démonter tout un tas d'objets, d'ordinateurs, de matériel électronique pour les comprendre et pour les détourner de leurs usages aussi au passage. Ces talents de hacker, tu t'en sers en tant que météorologue, qui est ton premier métier. Tu en as fait profiter également l'armée française, avec qui tu as travaillé quelques années. Tu as cofondé et tu présides maintenant OpenStreetMap France, l'outil de cartographie collaboratif en données libres. Et enfin, tu enseignes notamment au campus cyber, dont on a parlé tout à l'heure avec Yann Bonnet. Parcours très impressionnant. Gaël, je te remercie encore une fois d'être avec nous sur le plateau de Backseat pour cette émission spéciale cybersécurité. Quand on pense à la cybersécurité, on pense à quelque chose de virtuel, à des lignes de code qui défilent sur un écran par exemple. Mais pour toi, la cybersécurité, c'est quelque chose de très concret. C'est ça ? Oui, complètement. Juste une petite correction sur OpenStreetMap France. Je suis né depuis 2004 en tant qu'administrateur. J'étais porte-parole. Et maintenant, l'association vit bien, la communauté vit très bien. Ok. J'en suis encore contributeur d'ailleurs. Super projet. Qui connaît OpenStreetMap ? Moi, je connais, moi. Ok, qui ne connaît pas OpenStreetMap ? Waouh, on a des geeks dans la boulot. salle. Non, mais vas-y, Gaël, profite-en. C'est le Wikipédia de la cartographie. Si vous voulez des cartes souveraines, ben voilà, il y a nous. Les contributeurs d'OpenStreetMap, un projet avec plusieurs millions de contributeurs, des milliards d'objets dans la base, des arbres, des chemins de randonnée, des gens qui font du VTT, qui font de la course d'orientation, des boutiques, des horaires d'ouverture, de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Tout ça est dans une grosse base de données mondiale sur le même modèle que Wikipédia. Alors, bravo. Bravo. Alors, je sais que mes chroniqueurs ont beaucoup de questions à te poser. Moi, je voudrais te poser cette première question. Je reviens dessus. En quoi est-ce que la cybersécurité, ça peut être quelque chose de beaucoup plus concret et de pas virtuel, finalement ? En fait, je suis venu avec pas mal d'objets. On en parlera. J'en ai plein dans les poches aussi. On sait jamais, je sais jamais comment les émissions commencent, comment elles finissent. C'est censé me rassurer, ça, Gaël. Ouais, tout va bien se passer. Et on va tous les essayer sur Malek. Le sujet, c'est vrai que c'est pas magique, tout ça. On parle de radio, on parle de réseau, on parle de cloud, on parle d'appli mobile, d'IA, de ChatGPT. Ok, mais derrière tout ça, il y a des machines. Et les machines, il faut s'en occuper. Sinon, elles s'occupent de nous. Predator, tout ça, Terminator. Le sujet, c'est vraiment comment on va pouvoir travailler, continuer à travailler sur ces machines. J'aime beaucoup deux définitions du hacking. La première, celle du Chaos Computer Club, le CCC, club allemand. Le hacker, c'est celui qui doute. On aime nos machines, mais on ne leur fait pas confiance. Et comme on ne leur fait pas confiance, on veut comprendre comment elles fonctionnent et éventuellement comment on pourrait les détourner. Et la deuxième, c'est comme en couple, quoi. Comment ? Ouais. C'est qu'on aime, mais on doute, quoi. On fait pas confiance. Il y a toujours une petite part de jardin secret, Usul. Ça va, toi ? Lénine disait la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. On a un terme pour ça. On a un terme comme ça en cyber. L'hygiène numérique. Voilà. On ne se partage pas forcément les sous-vêtements. C'est pareil. On ne partage pas les mots de passe. C'est bien d'avoir. J'ai un atelier d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, qui marche plutôt bien en banque assurance, qui s'appelle Méfiez-vous de vos ex. Oui, je l'ai toujours dit. Ça. Alors, non, par contre, c'est vrai sur les mots de passe. Hein. Ouais. Et les gens tout de suite pensent ex-femme, ex-conjoint. Non, mais oui. Mais si votre mec ou votre meuf qui vous demande le mot de passe, machin, vous vous barrez. Vous dites, non, c'est pas normal. C'est l'émission de la révélation. Mais en fait, il faut se méfier de ces ex. Effectivement, mais ex-salariés, ex-collaborateurs, ex-amis, ce sont des gens qui nous connaissent bien. La menace vient pas que de la Corée du Nord, de l'Iran ou d'autres pays compliqués en ce moment. Elle vient aussi de l'entourage proche. Et l'hygiène numérique, c'est aussi ça. C'est que nos machines, au moment où on va les partager, les donner, les prêter, elles deviennent accessibles à des personnes qui peuvent être soit elles-mêmes malveillantes ou être, comme on le montrait tout à l'heure sur Malek, être des personnes rebonds pour nous atteindre, nous, indirectement. Donc c'est important de maîtriser ces machines, maîtriser l'accès physique. On verrouille ces machines. Plein d'anecdotes dans les trains avec des personnes qui laissent leur ordinateur, leur téléphone, en allant acheter des trucs au bar ou aux toilettes, avec des secrets, des mails ouverts, des petites annotations confidentielles, secret défense, voilà. Ça arrive. Mais ça m'est déjà arrivé de partager un mot de passe avec quelqu'un avec qui j'avais un projet et tout, et de lui avoir laissé accès à mon truc, et après, il a continué à fouiller dedans.
Et je l'ai su autrement. Et d'accord. Et après, j'ai plus jamais partagé un mot de passe avec qui que ce soit. Par contre, c'est vrai que dans le train, quand les gens ils regardent des trucs, et je me dis, tiens, il a une tête de connard. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et qui a son nom en gros, tu sais, il a la chemise, lui, LinkedIn en vrai, le gars, tu vois, à côté de moi dans le TGV. Je tape son nom, je le trouve le LinkedIn, je vois ce qu'il fait. Tiens, il est dans le, d'accord, dans les mutuelles. Ok, et je fais de l'OSINT en direct à côté du gars. C'est ça, exactement. Ouais. Filtre de discrétion sur vos ordi, sur vos téléphones. Donc voilà. Et C'est quoi un filtre de discrétion? C'est un filtre polarisé que tu vas avoir sur l'écran. Et en fait, quand c'est de biais, tu vois pas ce qu'il y a marqué sur l'écran. Ça, c'est un peu mon boulot au quotidien. C'est ces machines tout le temps. Là, j'en ai ramené plein. Et puis les maîtriser parce qu'une fois que l'électricité est coupée, pas de bras, pas de chocolat. On peut se raconter ce qu'on veut là. Pas de courant égale plus de cybersécurité. C'est un des piliers de la cybersécurité, c'est la disponibilité. Donc si on fait tomber un système d'information en débranchant la prise ou en coupant le courant ou pire, l'eau glacée, vous savez qu'il ruisselle dans ce bâtiment, par exemple, pour refroidir les locaux, mais aussi les salles serveurs et les salles techniques. On a un sujet. Julie? Et tu parlais des machines. Toi, tu associes toutes sortes de choses, genre des voitures. Ouais. Mais là, je suis venu. J'habite en Normandie. Je suis arrivé ici avec mon véhicule, le Red Pearl, parce que je suis guadeloupéen, hacker. Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow, Black Pearl. La voiture est rouge, donc c'est le Red Pearl. Du coup, c'est un véhicule que j'ai hacké avec un logiciel libre qui s'appelle OpenPilot et qui permet, en fait, je veux dire ce qu'elle fait pas la voiture. Elle sait pas prendre un rond-point toute seule. Elle sait pas ce que c'est qu'une priorité à droite. Et les péages, elle sait pas les prendre toute seule non plus. Tout le reste, elle sait faire. Donc sur 1 heure de route à peu près, je n'ai conduit physiquement, c'est-à-dire volant, pédale, que 40 minutes. Tu fais ta propre Tesla, quoi. Mais non, c'est mieux. Ouais, Nous, Tesla, c'est un peu le Apple, on va dire, de la conduite autonome, de l'aide à la conduite. Et là, on a un logiciel libre. Là, on a une communauté de hackers, de développeurs, de pentesters, de hunters qui travaillent sur ce que nous, citoyens, on voudrait en termes d'autonomie des véhicules. Et on ne laisse pas un État, on ne laisse pas une entreprise décider de ce que pourrait, de ce que devrait être une voiture autonome. C'est aussi ça, le hacking. C'est qu'on estime aussi en tant que citoyen avoir notre mot à dire sur ce que sont ces technologies, la manière dont on va les utiliser. À propos de citoyenneté, tu as fondé Hand, un réseau de hackers qui aide les populations à réagir en cas de catastrophe naturelle. Tout à fait. Comment ça fonctionne? Alors en gros, c'est une asso en fait que j'avais créée parce qu'on était toujours les gentils geeks qu'on appelait après Haïti un cyclone, un ouragan, un tsunami. Parce qu'on fait de la radio, parce qu'on sait utiliser les réseaux sociaux, parce qu'on sait faire des applis. Et en fait, je me dis, mais j'étais victime moi-même d'un ouragan en 1989, l'ouragan Hugo en Guadeloupe. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste anticiper et mettre dans les mains de ces gens-là les technologies dont ils vont avoir besoin pour s'en sortir? C'est un peu comme ça que c'est né. Et pour mettre à l'épreuve mes idées, je suis retourné chez moi en Guadeloupe sur un gros exercice de tsunami qui s'appelle Carib Wave, qui a été créé par les Nations Unies il y a 14 ans. On a fait la 14e édition là au mois de mars, le 20 mars en Martinique. J'ai d'ailleurs un de mes étudiants qui est dans la salle et que j'ai embarqué. Je lui ai dit, dans une semaine, toi, partez avec moi en Martinique. Et on va faire un exercice. On a évacué 400 enfants d'une école. On leur a appris et expliqué comment ils devraient se comporter, quel message ils recevraient, quelle tonalité leur téléphone aurait. J'ai beaucoup travaillé sur l'alerte cellulaire, que cet article 110 soit voté au sein de l'Union européenne et qu'on ait enfin un système d'alerte européen. Vous savez, le fameux petit bruit que votre téléphone fait quand il y a un orage. Voilà, je fais partie des militants, des lobbyistes, technophiles qui ont montré aux États qu'on était et qu'on disposait de toutes les technologies pour pouvoir se sortir. Et c'est aussi pour ça que je suis devenu radioamateur. Au cas où on aurait un petit souci ce soir, panne de courant ce matin. Ici à la maison de la radio. Ouais, ça peut arriver. On sait jamais. Crois-moi, j'étais en studio samedi. Ils n'ont pas fait la fête sur France Info avec un petit problème de température sur la salle serveur. Voilà. Alors qu'à l'inverse, en Espagne, quand il y a eu coupure, là, tout le monde était sur la radio. Ouais, ça marche très bien. C'est analogique. C'est une question d'élèves ce matin.
Quand on coupe tout, ben il y a nous, les radio radioamateurs. analogique, ouais. Usul. Ouais, moi c'est sur ton parcours où ça me questionnait. C'est donc je vois le rapport à la météo. Donc apparemment à la base tu voulais regarder plutôt les étoiles, mais tu t'es dit vu là où je suis en Guadeloupe, c'est ça. C'est ça. Il y a des accidents météo. Je vais peut-être plutôt me spécialiser là-dessus. Ça peut être sympa. Et puis mais par rapport à l'armée, comment t'arrives à l'armée? J'ai dit non au début. Oui, t'étais même objecteur de conscience. Tout à fait. Ouais. Alors comment tu finis par accepter parce que là on voit bien les catastrophes, le machin, mais l'armée. En fait, j'ai dit non au début parce que pour moi c'était des nanas et des mecs qui faisaient ratatatata. Et tu le fais bien. Bon, les gars, ils sont sympas. Et à l'époque, je voulais aider une ONG qui s'appelle SOS Méditerranée. Ouais. Qui avait besoin d'un accès Internet sur un bateau. D'ailleurs, c'est la première fois que tu m'as appelé, c'était pour ça, pour installer de l'Internet sur une place. Et à l'époque, tout le monde me connaissait un peu pour ça, parce que je fais ça sur des festivals, des régies réseaux sur des festivals. Et je ne savais pas mettre Internet sur un bateau. J'avais jamais fait ça, je ne savais pas comment faire. Les militaires m'ont appris à installer une connexion Internet sur un bateau. Et j'ai commencé à hacker ce bateau, l'Aquarius, pour pouvoir embarquer des journalistes qui pouvaient témoigner de l'horreur de ce qu'on vivait. Ce sont plus de 30 000 personnes sauvées. On a eu, je crois, plus de 8 naissances. Une chanson à l'Eurovision qui porte le nom d'un des enfants qui est né sur ce bateau. Et pour moi, ça a été aussi le déclic de voir ces hommes. Je suis un ancien serviteur de l'État. J'étais fonctionnaire pendant 6 ans. Ça m'a redonné confiance un peu dans mon pays, parce que j'ai vu des hommes et des femmes avec qui je pouvais parler de politique, avec un grand P, qui donnaient de leur temps et qui se sacrifiaient réellement. Il y a des personnes qui ont passé des nuits blanches pour m'aider à préparer du matériel qui partait sur des théâtres de catastrophes naturelles. Et ils m'ont rappelé avec beaucoup d'humilité que leur premier métier, c'était quand même ça, protéger. Pauline? Ouais, j'avais une question. Donc, tu as aidé SOS Méditerranée. On l'a vu avec Waked. L'OSIN, ça peut nous servir à faire des choses un peu malveillantes, mais ça peut aussi nous servir à faire des choses bienveillantes, notamment tout ce qui est enquête, investigation, modélisation sur la question des violences policières, des violations des droits humains. J'imagine que tu connais les collectifs Index et Forensic Architecture. C'est des choses que toi, tu pratiques aussi, de faire de l'OSINT et faire du hacking dans un but de dénoncer aussi des violences, des violations de droits humains, ce genre de choses. On a, sur certains programmes sur lesquels j'ai pu travailler, effectivement, j'ai eu malheureusement, heureusement, parce que ma mission était humanitaire, mais je travaillais dans les camps de réfugiés à la frontière syrienne, à Zaatari, où effectivement, l'objectif, c'était de trouver toutes les preuves dans les téléphones, sur des plateformes qui prouvaient que ces femmes avaient été violées, parce que le viol est une arme de guerre. Absolument. Et donc, effectivement, il faut que ces technologies, encore une fois, ne servent pas à avilir, appauvrir, mais aider à respecter les droits humains. C'est l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que chaque homme a droit à la vie, chaque homme, chaque femme, chaque enfant a droit à la vie et à la sûreté de sa personne. Et donc, effectivement, ces technologies, pour moi, je vous ai ramené des jouets, mais là, c'est les travaux de mes étudiants en ce moment avec des drones. Tu peux nous expliquer effectivement ce que tu oui, fais? là, c'est un drone 5 pouces que mes stagiaires sont en train de faire. J'en ai 8. Et sur cette question aussi des droits humains, certains de ces enfants ont été victimes de cyberharcèlement. J'ai envie de leur montrer que ces technologies ne servent pas qu'à harceler, mais aussi pas qu'à faire du mal, quoi. Exactement. Et mon sujet aujourd'hui, c'est sur toutes les problématiques de protection des populations, d'alerte des populations. Beaucoup de ces enfants ne touchent plus. C'est-à-dire qu'on leur montre et on leur reproche souvent d'être sur des écrans. Mais on ne leur met jamais dans la main ces outils, on leur met jamais dans la main de l'électronique, on leur met jamais dans la main des composants électroniques pour qu'ils puissent faire de leurs propres mains. Donc là, ils font de la mécanique, donc ils ont monté la frame, le châssis. Ce matin et cet après-midi, ils ont fixé les moteurs. Là, on est en train de préparer les soudures pour le contrôleur de vol. Là, l'idée, c'est vraiment qu'ils apprennent vraiment en touchant, en faisant eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent avoir de concret sur les programmes scolaires qu'on leur confie, et surtout qui résolvent les problèmes que ma génération, celle d'avant, n'a pas réussi à régler, qu'on leur mette les outils. Moi, je suis un enfant qu'on a fait rêver. J'ai réalisé tous mes rêves d'enfant, donc je peux m'en aller. J'ai pas envie de mourir, mais je peux m'en aller. Je peux m'en aller, c'est bon, je suis pas croyant, mais si le grand Manitou, il arrive et qu'il me dit on est plein d'hiver, on peut y aller, il n'y a pas de souci, mais je veux vraiment à ce moment-là, au moment où je ferme les yeux, dire que j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour transmettre à ces enfants, à l'occasion de stage,
On parle beaucoup de faits divers, de DZ Mafia, de Yoda. Vous savez, c'est une phrase que j'ai depuis une semaine. Les groupes criminels n'ont aucun problème à trouver des stagiaires. Et ils les payent même. La Cour des comptes a publié ce que gagnent ces enfants dans la rue. C'est bien payé. Voilà, c'est très bien payé. Donc imaginez juste, nous, à Cœur Éthique, hommes et femmes de bien, ce que l'on doit rivaliser d'imagination pour pouvoir amener ces enfants à rester évidemment du bon côté de la force, mais surtout, quand ils veulent faire le bien, quand ils veulent apprendre, ils ne trouvent pas de stage. Donc j'en ai 8. Je vais perdre 2 années de vie dans cette histoire. Mais l'idée pour moi, c'est aussi ça. En tant que papa, j'ai 2 ados de 18 et 16 ans. Je vous disais que je suis un enfant qu'on a fait rêver. J'ai rêvé de ce métier avant, il n'y avait pas d'école de cyber. Mais on m'a fait rêver de ce métier. Donc c'est maintenant à mon tour de les faire rêver, d'en parler, de montrer que c'est fun, qu'on gagne bien sa vie aussi, en faisant des choses marrantes. Et que tu peux fabriquer des drones. Et qu'on peut fabriquer des drones terrestres, roulants. Donc là, c'est un roulant qu'on va convertir en 4G avec une caméra tactique 360. Un viseur laser, je ne vais pas l'activer parce qu'il y a des gens en face. Mais voilà, l'idée, c'est qu'en aveugle, il le fasse rouler sur l'esplanade de la Défense. Pour demain, j'en sais rien, des colis piégés, faire des mesures de gaz, d'hydrogène sulfuré sur des plages parce qu'on a des algues sargasses qui se décomposent en Martinique ou en Guadeloupe. Un des trucs les plus importants pour toi, c'est d'augmenter le niveau de connaissance technique de la population. Oui. Tu penses que ça, c'est nécessaire dans la formation du citoyen? Il doit y avoir une formation technique et technologique? Oui, parce qu'on est entouré de ces technologies, qu'on parle beaucoup d'électronisme, une forme d'illettrisme. Et donc, c'est important... ne serait-ce que pour l'éducation, la culture générale, on a accès à énormément. Vous savez, beaucoup de ces jeunes que j'ai en stage n'ont pas accès à la culture. Donc c'est important aussi pour moi de leur montrer qu'à partir de ces outils, ils peuvent accéder à des connaissances qui ne sont pas uniquement poussées par des grandes majors des réseaux sociaux ou de la musique, etc. Et souvent, ces enfants, je le dis souvent, c'est ce qui me fait me lever le matin, sont pétris d'imagination. Mais il faut leur donner leur chance et pour moi, mettre ces technologies-là dans leurs mains et leur montrer comment elles fonctionnent et que des hommes et des femmes avant eux ont sué sang et eau pour qu'ils y aient accès, ça va dans le sens de l'histoire, mais ça va aussi dans le sens du progrès, tout simplement, et aussi dans la manière dont on va devoir régler un certain nombre de problèmes assez sérieux. Quel âge, quel niveau on commence ça, pour toi? Moi, je suis né comme ça. Non, mais pour sensibiliser les jeunes générations. Là, j'ai des fiches actions crèche. Donc je reçois des enfants. Je reçois des enfants dans mon observatoire. Alors t'as raison Usul, je voulais faire de l'astrophysique, c'était la fille dont j'étais amoureux quand j'étais petit. Mais il n'y a pas d'observatoire, pas encore en Guadeloupe et en Martinique. Je voulais rentrer chez moi, donc j'ai fait météo. J'aime beaucoup ça. Mais les enfants que je reçois dans mon observatoire, je leur dis souvent que dans mon observatoire, je fais de l'astrophysique, je fais des arcs-en-ciel. Donc il y a une petite qui m'a demandé est-ce que j'avais déjà vu des licornes. Donc j'ai rajouté des licornes dans l'observatoire. Donc j'ai rajouté des jouets, des arcs-en-ciel pour leur expliquer un peu de l'astrophysique, ce que c'était, comment on étudiait les étoiles, comment on détectait un certain nombre de phénomènes. Il faut rendre accessible ça aux enfants sans forcément avoir d'écran, mais juste, c'est aussi pour ça que j'ai créé cet observatoire, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de ces enfants avaient des téléphones dans la main, mais étaient incapables de me dire où était le nord. Chez eux, l'endroit où ils habitent. Ils se lèvent où le soleil, ils se couchent. Alors leurs parents non plus ne savaient pas, mais juste de base. Où est-ce qu'ils habitent, au-delà de leur adresse? J'ai acheté un sextant, très analogique, pour pouvoir me repérer, parce que je me suis dit, demain on a une panne Galiléo, on fait comment? Une panne de GPS, on fait comment? Ça peut arriver. C'est arrivé en 2019. Donc du coup, on a une petite panne Galiléo, c'est pas sérieux les gars, mais bon bref. Et donc du coup, mes enfants, Je rappelle que Galiléo, c'est le nom du GPS européen. Du GPS européen. Voilà. Il faut que ces enfants puissent comprendre, savoir où ils habitent, se repérer. C'est ce que j'ai beaucoup appris des peuples autochtones. Les Mapuches, les Kalinego, les Kalina, les Polynésiens, tous ces peuples premiers savent encore se repérer aux étoiles. Nous, on a perdu un peu cette intelligence-là, malgré toutes les technologies qui nous inondent. Merci beaucoup, Gaël Musquet. Un tonnerre d'applaudissements.